Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on repart combien d'années en arrière? Disons qu'aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire d'une personnalité incontournable dans l'histoire de l'égyptologie. Il s'agit de Jean-François Champollion, qui lui est celui qui est considéré comme étant le véritable pas le découvreur, mais celui qui aura permis de déchiffrer évidemment les hiéroglyphes. Voilà. Alors, il faut savoir que Champollion, Jean-François Champollion, à ne pas confondre avec son cousin Champollion de Lestat, qui lui était, si tu veux, un officier aux ordres de Napoléon. Tout part déjà à partir de 1792 de l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte, ce qu'on a appelé la campagne égyptienne. À partir de cette campagne-là que l'Europe va, notamment l'Europe du Sud, l'Europe va véritablement s'intéresser à l'égyptologie. Non pas que l'égyptologie était une science qu'il découvrait là, mais si tu veux, les Européens avaient toujours été fascinés par l'Égypte antique, mais véritablement, l'expédition napoléonienne va, pour la première fois, être une expédition à caractère purement scientifique. Or, jusqu'alors, c'était beaucoup plus des groupes d'individus qui étaient passionnés d'histoire, qui étaient passionnés d'histoire égyptienne et qui, chacun dans son côté, prenaient des trésors, parfois les pillaient. Pour la plupart des cas, c'était des pilleurs de tombes dans la mesure où ils n'avaient pas souvent les autorisations pour pouvoir mener ces études archéologiques-là. Et la plupart du temps, ces trésors-là, qui étaient extraits de ces tombes-là, étaient revendus, étaient sortis de manière frauduleuse d'Égypte et aller orner les collections privées de certaines fortunes en Europe. Et donc, Napoléon, lui, va être le premier à mettre en place une expédition à caractère scientifique, c'est-à-dire qu'il va amener avec lui plus d'une centaine de scientifiques dans plusieurs domaines de l'histoire. Et l'objectif, c'était évidemment de percer les mystères de l'Égypte ancien, parce que évidemment, c'était quelque chose qui fascinait énormément les Européens. Et donc, lorsque cette campagne-là va être mise en place, il va, dans son corps expéditionnaire, emmener avec lui aussi des ingénieurs spécialisés en génie civil. Et c'est dans la ville de Rosette, c'est-à-dire une petite ville fortifiée qui est située dans le delta du Nil, qu'ils vont faire une découverte tout à fait extraordinaire. Ils vont tomber sur une stèle. La particularité de celle-ci, c'est en dehors de sa taille, qui est quand même imposante, elle fait plus de 762 kilos, elle fait 112 cm de haut et 75 cm de large et 28 cm d'épaisseur. Et elle est constituée de 3 textes. Alors, dans les 3 textes, évidemment, il y a un texte qui est en grec ancien, il y a un texte qui est en démonite. Le démonite, c'est une déclinaison de l'Égypte, de la langue égyptienne antique, qui est apparue beaucoup plus tardivement. Et ensuite, on a un 3e texte qui est en hiéroglyphe. Le texte, maintenant évidemment, cette pierre va immédiatement susciter la curiosité de l'ensemble des scientifiques qui étaient présents. Et donc cette pierre va dans un premier temps être envoyée au Caire, et les premiers scientifiques, en se penchant dessus, vont se rendre compte que sur cette pierre est en fait gravé un décret qui avait été promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, quel était le contenu de ce décret? Et c'était là véritablement où était la difficulté. Si, bien entendu, les savants ne vont pas avoir beaucoup de difficultés à pouvoir déchiffrer à partir du texte en grec ancien le contenu même de ce décret, restait que le démonite et le hiéroglyphe étaient beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Alors, donc dans un premier temps, les Français vont décider d'essayer de rapatrier la pierre en Europe, donc essayer de la rapatrier à Paris. Malheureusement, durant le voyage, cette pierre va être interceptée par les Britanniques qui vont la détourner et l'emmener à Londres, où elle séjourne jusqu'à présent, au British Museum. Et à partir de là-bas, évidemment, ça va commencer à susciter la curiosité de tous les égyptologues. Surtout que jusqu'à présent, pendant plus de 15 siècles, on n'avait jamais pu connaître
lire, on n'avait plus lu les hiéroglyphes, et donc il y avait tout un pan de l'histoire qui était encore hors de portée des scientifiques parce qu'on était dans l'incapacité de pouvoir déchiffrer le contenu des nombreux textes hiéroglyphiques qu'ils avaient découverts. Et donc, à partir de là, il y a un jeune historien qui s'appelle Jean-François Champollion, qui est lui passionné de langues anciennes. C'est quelqu'un qui est un véritable génie puisque très jeune, il va commencer à apprendre à parler plusieurs langues et très vite, il va s'intéresser aux langues dites les langues mortes. Les langues mortes, ce sont les langues que l'on ne parle plus aujourd'hui de manière courante. Et il va parler le latin, le grec ancien et bien entendu, il va également apprendre le copte. Le copte, c'est une langue morte, mais qui est déclinée en fait de l'égyptien ancien. Et donc, pour bien comprendre le hiéroglyphe, il fallait donc comprendre ces langues mortes-là, y compris le copte. Et donc, c'est sur la base de ces connaissances qu'il va, lui aussi, comme des dizaines de chercheurs à travers le monde, essayer de comprendre le contenu des hiéroglyphes. Mais dans cette affaire, il y a surtout une rivalité entre deux grandes puissances de l'époque, à savoir le Royaume-Uni et la France. Il y a une espèce de course entre les savants anglais et français pour savoir qui va parvenir à découvrir, à déchiffrer les hiéroglyphes. Et dans cette course franco-britannique, il y a d'un côté André Young, qui est lui un égyptologue britannique chevronné et reconnu. Et du côté de la France, on a évidemment Jean-François Champollion, qui lui, certes, n'est pas encore très très connu du public des scientifiques ou du grand public, mais selon ses proches, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement doué. Et donc lui, il va faire d'abord, sur la base de l'étude du texte endémonite, il va faire une découverte majeure. Avant Jean-François Champollion, tout le monde pensait que les textes en hiéroglyphes, en fait, n'étaient que des textes graphiques. C'est-à-dire que les images ici, pour lire un texte, on le lisait à partir de l'image, en quelque sorte. Il n'y avait pas une phonétique derrière. Or, Champollion, lui, va découvrir qu'en réalité, il y avait les deux. Il y avait non seulement l'image, mais derrière l'image, il y avait toute une phonétique. Et c'est ainsi qu'il va être le premier à découvrir, par exemple, à décrypter le nom hiéroglyphique de Cléopâtre, puis de Ramsès. Et enfin de Toutankhamon. Et grâce à cela, grâce à cette démonstration-là, il va montrer que, en fait, là où les gens étaient butés, c'est que les gens pensaient que les dessins sur les hiéroglyphes devaient être interprétés seulement sous forme de dessin. Or, souvent, le dessin servait à, en fait, lui donner un nom phonétique. Et à partir de là, il va accélérer le décryptage de la pierre de Rosette. Et en 1822, il va envoyer un courrier au patron de l'Académie des Antiquités, qui va devenir aussi l'Académie des Antiquités égyptiennes du Louvre. Il va lui envoyer un courrier en disant qu'il avait découvert comment déchiffrer les hiéroglyphes. Et donc, il va se rendre à Paris et il va faire sa démonstration devant les savants parisiens et démontrer évidemment qu'il était parvenu à percer le secret des hiéroglyphes. Et c'est à partir de ces travaux qu'on va commencer à déchiffrer. Mais cependant, attention, lorsqu'il fait sa démonstration en 1822, évidemment, il est encore le seul au monde à avoir cette capacité-là. Et pendant 2 ans, il va être la seule personne au monde à pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Puis, en 1822, il va en 1826, il va partir, il va recevoir d'autres textes d'Égypte, de l'Égyptien ancien, et à partir de là, il va véritablement faire des travaux et mettre sur papier, si tu veux, les techniques qui lui ont permis, lui, de pouvoir déchiffrer l'Égyptien ancien. Et 2 années plus tard, en 1828, il va lui aussi faire, pour la première fois de sa vie, le déplacement de la vallée du Nil, où il va pouvoir aller voir par lui-même de nombreux hiéroglyphes, notamment que l'on peut voir dans les pyramides. Malheureusement pour lui,
son état de santé très fragile va évidemment entraîner sa mort prématurée le 4 mars 1832, mais il n'avait que 41 ans. Malheureusement, malgré son jeune âge, il aura légué à l'humanité un trésor extrêmement important, parce que grâce à ses travaux, on va pouvoir par la suite déchiffrer les secrets qui sont dans les hiéroglyphiques et connaître davantage, si tu veux, l'histoire de cette période, de cette partie du monde, et parce que c'est l'histoire la plus ancienne connue, avec des textes et avec des éléments historiques qui peuvent servir de référence. Et donc, grâce aux travaux de Champollion, et jusqu'aujourd'hui encore, c'est grâce à lui que l'on parvient à déchiffrer les hiéroglyphes et à connaître un peu plus comment vivaient les Égyptiens à cette époque-là. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés. Urban FM 104.5.